Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver ce matin pour un webinaire que j'ai le plaisir d'animer avec deux messieurs qui sont à mes côtés ce matin et on va vous parler effectivement de la migration vers une plateforme unifiée pour une meilleure relation client. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste m'assurer, je vais vous demander de mettre un petit mot dans la partie chat pour m'assurer que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Donc n'hésitez pas à nous mettre une petite confirmation. Je vois les bonjours arriver, donc a priori tout va bien et tout est bon. Donc parfait, merci à vous pour cette confirmation. On est effectivement ce matin, alors on est fin novembre, ça veut dire qu'il y a encore plein de choses qui sont en cours, mais aussi des choses qui se préparent pour l'année prochaine. 2022 arrive bientôt et effectivement, il y a des questions qui se posent en termes d'organisation, en termes de structuration. Et on a voulu vous partager le retour d'expérience de Shopping Feed, incarné ce matin par la personne de Mathieu, pour partager effectivement ce retour d'expérience sur une réorganisation et une migration vers une plateforme unifiée. Et je suis accompagnée également de Thomas, côté HubSpot, qui va apporter des réponses sur les éléments techniques. Messieurs, je vous propose de vous présenter rapidement et puis je le ferai également par la suite. Oui, Allez, alors bonjour. Mathieu, je te donne la parole. Mathieu. Merci. Donc bonjour tout le monde. Mathieu, donc moi je travaille chez ShoppingFeed depuis une dizaine d'années et aujourd'hui je m'occupe de tout ce qui est data et solutions, donc les outils. Et c'est en cette qualité que je viens vous présenter aujourd'hui un peu le contexte de ce que nous avons fait. À toi, Thomas. Merci Mathieu. Ouais, et donc moi Thomas, ça fait un peu moins de temps que je suis chez HubSpot, ça fait 2 ans, et j'ai la charge en fait d'accompagner des partenaires qui s'intègrent dans la stratégie HubSpot comme Winband, et donc ça peut avoir un spectre assez large, formation des équipes, formation de produits, accompagnement dans le cadre de projets, etc. Parfait, merci. Et puis Voilà. donc moi À toi je Isa. termine. Merci. Donc Isabelle, moi je dirige l'agence parisienne de Winbound. Winbound, on est une agence spécialisée dans l'acquisition de prospects principalement en B2B et on s'appuie sur deux types de stratégies que sont l'inbound marketing et l'account-based marketing et on accompagne nos clients dont fait partie notamment Shopping Feed autant sur la partie stratégique que la formation des équipes, le déploiement d'outils ou encore la création de contenu expert. Tout ça, c'est un point global, mais le sujet de ce matin, c'est effectivement de voir comment est-ce que on peut apporter une expérience prospect et client en s'appuyant sur une plateforme unifiée. Et Mathieu a la gentillesse de nous partager en fait quel a été le contexte de départ de Shopping Feed, qui est Shopping Feed et quel était le contexte de départ, et effectivement de voir comment et pourquoi ces questions se sont posées, qu'est-ce qui a été mis en place et ce que ça a apporté. Mais avant tout ça, c'est effectivement, il y avait un enjeu majeur pour Shopping Feed, pardon, et tu nous l'expliqueras, c'était de pouvoir viser l'hypercroissance. Et avant de pouvoir viser l'hypercroissance, il y a un point majeur à aborder, c'est qu'il faut absolument démêler la pelote. Et Barack Obama est venu nous aider ce matin à illustrer ce principe. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses quand on est une structure, quand les années se suivent, on a des process, on a des méthodes, on a parfois des silos, on va le voir. Et puis, tout ça fait que lorsqu'on arrive à une situation de forte croissance et qu'on vise l'hypercroissance, il faut parfois reposer les choses, reposer des bases solides, démêler la pelote avant de pouvoir avancer. Merci. Allez, Isabelle. Mathieu, je te laisse me présenter qui est Shopping Feed et quel était le contexte de départ. Ok, merci. Alors, voilà, pour le contexte, en gros, nous, Shopping Feed, on est un SaaS, on est dans la gestion de flux et on travaille en B2B pour les e-commerçants. Donc, notre métier, ça va être d'aller pousser des produits sur les différents canaux, que ce soit le marketplace ou les shopbots ou les retargeting. Et on va aussi gérer la partie commande. Donc, on existe depuis une dizaine d'années, de 2011. Donc, ça fait justement, c'était nos 10 ans cette année. Donc, c'était justement aussi le moment de faire un peu un bilan. Et on va avoir plusieurs milliers de comptes clients. On a 60 salariés répartis dans plusieurs pays. Donc, on a quand même une structure qui commence à être conséquente. On doit faire cohabiter tout le monde. On doit s'adresser à pas mal de marchands. On doit adresser plusieurs marchés. Donc, c'est vrai que ça demande pas mal d'organisation.
Mais comme on fait un peu comme beaucoup de boîtes, notamment, je pense qu'au fur et à mesure, en fait, on construit au fur et à mesure notre fonctionnement et nos process. Et ça fait que des moments, on rajoute un peu de dette technique, on rajoute des briques et c'est pas forcément toujours cohérent. Et au 10 ans, c'est un peu le moment où on peut s'arrêter, essayer de faire le bilan. C'est comme ça qu'on va servir de cas d'étude parce que c'est le moment où on se repose les bonnes questions et on essaie de trouver les bons partenaires pour avancer. Alors, Ok. merci. Et du Donc, coup, ouais, vous avez fait un constat, c'est ça? exactement. Alors, constat, justement, c'est un peu le côté pelote aussi. C'est le constat, on l'a pas forcément fait. On s'est posé, on s'est dit tiens, voilà où on en est et qu'est-ce qu'on doit faire. C'est plus, on est parti de petits points et en fait, c'est en démêlant la pelote qu'on s'est dit, en fait, voilà, au fur et à mesure, on a construit un peu le projet et dire il fallait qu'on avance on va dire, sur une meilleure organisation. Et donc, ouais, le diagnostic qui a été fait un peu au fur et à mesure, c'est que, au final, comme on a justement construit un peu la société progressivement en rajoutant des briques et rajoutant des équipes, ça fait qu'il n'y avait pas forcément une grande stratégie globale. Et c'était dès qu'une équipe arrivait, on essayait de lui trouver le bon outil pour cette équipe. Et donc, on se retrouvait avec une équipe, un outil, ce qui faisait que on avait des difficultés, notamment la partie source unique. C'est qu'au final, chaque équipe travaillait plus ou moins correctement. Chaque équipe travaillait dans son outil avec les informations que eux-mêmes complétaient dans cet outil. Et au final, on se retrouvait avec des informations qui n'étaient pas forcément correctes partout, qui n'étaient pas mises à jour, des contacts qui se rajoutaient dans un outil mais pas dans l'autre, ou alors c'était les deux contacts étaient dans les mêmes outils mais qui avait la bonne information. C'était tout un, ben, c'était plus on grandissait, plus on essayait de se structurer, plus on se rendait compte que c'était problématique. C'est comme ça aussi qu'on s'est rendu compte que finalement, si on essayait de creuser un peu, on avait quand même une faible connaissance de nos clients et prospects au final. On commençait à avoir une belle base, sauf que chacun nourrissait un peu de ce qu'on était. On n'avait pas, et c'est aussi là, c'est là où Winbo nous accompagnait, c'était sur les 10 ans, on a aussi vraiment créé une équipe marketing et qui nous a aidé un peu à faire ce constat et se dire, en fait, voilà, on n'arrive pas, quand on veut parler à nos marchands, le problème, c'est que finalement, beaucoup de nos messages n'arrivent pas au bon endroit, aux bonnes personnes. C'était un vrai sujet chez nous. Et ce qui rejoint un peu le côté multi-outils, c'était justement, au final, chaque équipe arrivait à travailler à peu près correctement dans son coin. Mais quid on va dire, du projet d'entreprise, comment on arrive à faire travailler tout le monde ensemble, comment on arrive à progresser, à aller chercher justement cette hypercroissance. Parce qu'on avait la chance d'être sur on va dire, un marché porteur qui était l'e-commerce. Donc naturellement, en fait, on en profitait, on grandissait grâce à ça. Mais à un moment donné, voilà, on se dit, on peut sans doute aller chercher beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Mais pour ça, il faut qu'on se réorganise complètement et qu'on démêle la pelote. Et donc, c'est ça, comme ça qu'on est arrivé aux objectifs. Donc, comment on va aller chercher plus de croissance, cette hyper-croissance? Pour ça, c'était notamment avec le marketing, c'était justement comment on va faire pour communiquer plus efficacement. Pour communiquer plus efficacement, il faut qu'on connaisse mieux à qui on s'adresse, quels sont les profils de nos interlocuteurs. Donc, il fallait qu'on ait forcément des informations qui soient à jour, qui soient pertinentes, qui soient plus riches. Et pour arriver à ça, il fallait qu'on structure notre organisation, c'est-à-dire que qu'on devait se redire finalement, chaque service doit apporter sa pierre à l'édifice. Comment on arrive à faire travailler tout le monde ensemble? Et ça passe aussi par la fluidification des process, dans le sens où il fallait forcément que, grâce à cette transversalité, on allait pouvoir mettre en place. Et c'est pas que des process par service, c'était des process globaux. Comment une équipe va renseigner une information qui va permettre à une autre équipe de travailler, une troisième équipe va intervenir pour enrichir cette information. Et voilà, c'était un peu nos objectifs et c'est ça qu'on a construit avec Winbound qui après nous a apporté des bonnes idées pour les outils. Et je vous passe la main. Top. C'est une transition idéale parce qu'effectivement, tu viens de parler d'outils. Exactement. Merci Mathieu pour ton intervention. Donc, je me suis présenté assez succinctement. Le rôle de Cam chez HubSpot, il est intéressant pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait, je vais avoir la charge de plusieurs typologies de partenaires. Donc, on va avoir des partenaires qui sont plutôt stampés marketing, des partenaires qui vont essayer plutôt technologiques, ce qu'on appelle des partenaires intégrateurs. Et donc, du coup, in fine, ça va apporter une multitude de projets. Et ça, justement, ça permet de pouvoir en tirer quelques enseignements et de poser justement quelques contextes.
Donc en fait, ce qui est intéressant dans la partie contexte, c'est que finalement, pour nombreux de projets, il va y avoir quand même certaines similitudes. Chaque projet a sa particularité, mais il y a quand même une structure, une base qui est un socle commun. Et donc du coup, je vais en partager quelques-uns que j'ai pu effectivement glaner au fur et à mesure ces 2 années chez HubSpot. Le premier, je pense que ça va faire écho chez vous, c'est aujourd'hui, vous avez on va dire un environnement technologique et qu'il soit multiple ou unique. Et vous vous rendez compte à un certain moment que l'outil que vous avez utilisé, il a atteint ses limites. L'outil que vous avez utilisé, il peut être multiple. Par exemple, ça peut être un ERP. Vous allez gérer vos commandes, vous allez gérer vos approvisionnements, vous allez gérer même on va dire la rédaction de devis dans l'ERP. Au fur et à mesure que l'entreprise va évoluer, par exemple, vous allez pouvoir recruter, je sais pas, vous avez un projet de recrutement important sur des parties commerciales, vous allez rendre compte que l'ERP n'est pas un CRM. Donc là, vous allez vous dire, j'ai atteint la limite de mon ERP et je vais avoir besoin de m'équiper d'un autre outil. Ça peut être aussi des outils de niche. Un cas concret, vous êtes dans l'immobilier, vous utilisez un CRM niche, sauf que ce CRM, finalement, il ne peut pas proposer d'outils de marketing. Donc, vous arrivez à une limite, on va dire, fonctionnelle de l'outil, et vous avez besoin de vous équiper d'autres choses. Ça, c'est un des éléments, on va dire, vraiment communs de l'ensemble de ces projets. Vous allez aussi avoir le deuxième, et je pense que Mathieu peut en témoigner, un environnement technologique éparpillé et non connecté. Par exemple, vous allez avoir un ERP, vous allez avoir un outil dédié au marketing, vous allez avoir un CRM, vous allez avoir un outil dédié au service, vous allez avoir un outil dédié, je sais pas moi, à la publication des réseaux sociaux, etc., etc. Et en fait, ce qu'on constate généralement, c'est que tous ces outils, ils ne sont pas connectés. Et donc, en fait, chaque personne va travailler sur son outil, va avoir son lexique, etc., etc. Et du coup, ça va être très, très compliqué. Donc, généralement, les écueils de cet environnement technologique éparpillé, c'est je n'ai pas de données agrégées me permettant de pouvoir présenter une strat auprès du COMEX, où j'ai du mal à influer, à faire descendre ma stratégie d'entreprise au sein des équipes. Où, comme je disais auparavant, chacun a son lexique, etc. Quand on fait des réunions inter-services, on a du mal à se parler, on a du mal à se comprendre. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment aujourd'hui constaté et assez récurrent. Et puis, on voit aussi, moi c'est ce que je vois, c'est qu'il y a des périmètres maintenant qui sont vraiment diversifiés et ça va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'avant, alors c'est peut-être aussi un peu la genèse de HubSpot, c'est vrai qu'HubSpot, il y a encore, lors de sa création, on était vraiment sur un outil assez marketing, donc on avait beaucoup de projets uniquement marketing. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que, on va dire, les prospects ont quand même une voix unifiée avec la DSI, l'équipe commerciale, l'équipe marketing, et ils essaient d'aller ensemble pour justement s'équiper d'un outil qui puisse répondre intégralement à leurs problématiques. Donc, on n'est plus dans une approche silotée, mais on est dans une approche commune. Voilà. Donc ça, c'est un peu, on va dire, les principaux cas d'usage que moi, je peux constater, hein. Il y en a évidemment d'autres, mais j'ai voulu citer les principaux. Maintenant, on va aller plutôt sur quels sont les réflexes à avoir pour essayer d'appréhender ce type de projet. Le premier, c'est comprendre les usages de chaque service. OK. Comment je vais utiliser mon outil de niche? Comment j'utilise mon ERP? Comment j'utilise mon outil de service? Et ça, c'est important parce que ça va permettre de poser les jalons, enfin, de poser les bonnes bases saines pour la conduite du changement. Notamment, c'est assez douloureux, et je pense que vous l'avez tous vécu dans l'assemblée, de dire à une équipe qui travaille depuis 3 ans sur un outil, on va vous changer cet outil. Donc, c'est vraiment important d'impliquer déjà les collaborateurs dans ce projet, les managers par exemple, mais surtout de bien comprendre les usages pour essayer de leur transposer dans le nouvel outil en amont. Ça, c'est important. Évaluer aussi, alors ça, c'est quelque chose aussi très qui est peu fait et qui a son importance, qui a une importance primordiale, c'est d'évaluer la personnalisation des outils. On se rend pas compte, mais on va dire parfois la DSI va développer des outils in-house. Vous allez, par exemple, sur un ERP, avoir un module de devis qui va être très personnalisé. Ou sur la partie service, vous allez avoir une gestion automatisée des tickets spécifique. Ça, il faut vraiment essayer de l'appréhender pour pouvoir se dire, est-ce que l'outil de demain va me permettre de pouvoir transposer cette configuration qui allait bien dans le nouvel outil.
Et généralement, on arrive à ça en fin de projet, ce qu'il faut éviter de faire parce qu'on peut se rendre compte que l'outil que vous allez choisir ne permet pas de le faire. Et donc là, en fait, on a travaillé pour rien. Et aussi, un des autres sujets intéressants qui amène en fait le sujet de la personnalisation des outils, c'est est-ce qu'il y a des interconnexions possibles, donc organisationnelles et techniques, dans le sens où aujourd'hui j'ai un ERP, est-ce qu'il me permet de me connecter à un autre outil? Par exemple, est-ce que c'est du on-premise? Est-ce que c'est du SaaS? Et parfois, vous pouvez avoir un ERP, un CRM et un outil de marketing. Vous avez différentes couches derrière. Est-ce que tous ces outils peuvent se connecter? Et pareil, Mathieu, dans le cas présent du projet, il y avait une multitude d'outils. Donc, est-ce qu'on peut faire de la migration de données? Est-ce qu'on peut migrer la donnée d'un outil vers un autre? Est-ce qu'il faut connecter tous les outils ensemble? Est-ce que vous avez un entrepôt de données? En fait, toutes ces questions-là, il faut essayer de se les poser dès le début pour justement mener à bien, faire appel aux bonnes équipes, etc., etc. Donc voilà quels sont quelques réflexes. Il y en a d'autres, hein, mais il faut être assez concis. Justement, je parlais des interconnexions juste avant. Là, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail, même si ça reste assez schématique. Vous avez aujourd'hui 3 grands types de connexions possibles. Vous avez la connexion native. Donc, la connexion, hein, je dis bien connexion, c'est je vais connecter un outil avec un autre. Vous avez une connexion qui est native, c'est-à-dire que en gros, les 2 outils se sont déjà parlé ensemble pour pouvoir créer une connexion automatique, bidirectionnelle dans les 2 sens. Donc là, en fait, vous n'avez rien à faire. Entre guillemets, vous avez quelques champs à mapper, etc. Mais c'est déjà prévu. Par exemple, HubSpot, pour parler un peu d'HubSpot quand même, on a aujourd'hui un nouvel outil qui s'appelle un nouveau hub, qui s'appelle l'Operation Hub, qui permet de connecter un bon nombre d'outils déjà automatiquement. Donc ça, c'est natif. Vous avez une autre type de connexion possible, c'est ce qu'on appelle via un connecteur. Donc ça veut dire qu'il y a une entreprise tierce qui s'est dit, tiens, il y a un business, je vais essayer de connecter 2 outils ensemble, ça va simplifier la démarche auprès de l'outil CRM et du client. Bref, du coup, par exemple, vous avez des connecteurs comme Zapier, peut-être que vous connaissez déjà, qui font déjà la connexion au travers de multiples outils. Et ensuite, vous avez la dernière connexion, qui est une connexion qui s'appelle sur mesure, où là, par rapport à des besoins très spécifiques, vous ne pourrez la connexion native ne va pas fonctionner, il n'y aura pas de connecteur pour ça. Et dans ces cas-là, il va falloir faire appel soit à des compétences internes, vous avez des développeurs API, et ils ont la possibilité de le faire, soit vous pouvez vous appuyer auprès de partenaires comme Winband, qui eux ont des ressources spécifiques pour pouvoir vous créer des connexions sur mesure. Voilà. C'est là les 3 grands types de connexions. Évidemment, si vous avez des questions, on pourra y répondre à la fin, puisqu'il y a une session de questions-réponses à la fin du webinaire. Et HubSpot dans tout ça, parce que quand même, je représente HubSpot. L'intérêt, en fait, on va dire que HubSpot, je vous l'ai cité en 4 points clés. Hein. On pourrait en citer, hein, c'est non exhaustif. HubSpot, dans ce projet-là, c'est intéressant parce que c'est une plateforme qui est évolutive et unifiée. On va dire que beaucoup d'autres acteurs sur le marché vont vous proposer un outil marketing, un outil sales, un outil service client. Mais en fait, ce qu'ils vous disent pas, c'est que ces outils ne sont pas connectés parce qu'ils ont fait de l'achat, de l'acquisition externe. Et donc, ils se sont dit, OK, il nous manque un outil marketing, on va racheter une entreprise. Sauf que c'est un autre outil. Donc, c'est pas prévu que ce soit connecté ensemble. Et dans HubSpot, le gros intérêt de HubSpot, c'est que on a fait évoluer notre plateforme et en fait, c'est vraiment un socle commun. En fait, on va dire que c'est une base unifiée. Ça, c'est vraiment important. Et du coup, comme on a une base unifiée, aujourd'hui, on est capable de proposer des hubs sur ce qu'on appelle CRM plateforme. Donc, on va avoir un hub dédié au marketing, un hub dédié à la vente, un hub dédié au service client. On a même un CMS si vous voulez créer votre site. Et on a un autre hub qui est dédié à l'operation, comme j'en parlais avant, sur des sujets de connexion, gestion de la data, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez prendre un hub ou plusieurs hubs ou tous les hubs ensemble en fonction. Vous avez aussi des notions de licence. On ne rentrera pas dans le détail ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir mettre toutes vos équipes sur la même plateforme. Et donc, vous allez avoir une vue unifiée, la gestion de la donnée agrégée,
Et donc, vous allez pouvoir partager ça au sein de l'ensemble des équipes et d'avoir un lexique unique, enfin, on va dire commun. Ce qui est intéressant aussi justement d'avoir cette même plateforme, c'est que ça va vous permettre d'avoir un fil conducteur sur l'ensemble du cycle, c'est-à-dire du prospect au client. Par exemple, si on prend le cas de Mathieu, de Shopping Feed, je pense que sur la partie e-com, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui a été sur votre site. Est-ce qu'il y a eu des commandes qui n'ont pas été terminées, donc ce qu'on appelle la relance de panier abandonné, de pouvoir ensuite faire le lien entre les produits achetés par client, de pouvoir aussi traiter les demandes, on va dire, de clients sur des sujets divers et variés. Et bien tout ça, vous allez pouvoir le faire au sein même d'HubSpot. Aujourd'hui, c'est un positionnement quand même qui est assez unique. Il y a d'autres plateformes qui le font, mais on n'est pas nombreux à le faire. Donc ça, c'est vraiment une belle promesse. Et puis, comme on parlait du sujet connexion, etc., HubSpot a une API qui est très, très ouverte et on propose une marketplace qui vous permet de vous connecter à plus de 750 outils. Donc, c'est-à-dire que si HubSpot ne peut pas le faire, on va pouvoir trouver une alternative présente sur la marketplace avec une connexion native, si c'est possible. Voilà. Donc, si vous avez des questions, évidemment, sur HubSpot, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te laisse la main, Isabelle. Merci beaucoup. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Et du 45, on a parlé effectivement d'outils, on a présenté le contexte de Shopping Feed, on a présenté les difficultés qui étaient rencontrées. Tu viens de présenter effectivement l'avantage qu'a pu représenter HubSpot. Mais moi, je vais poser un prérequis, c'est qu'on ne parle jamais d'outils avant de poser la stratégie. Et ça, c'est un élément primordial. Je sais que c'est quelque chose sur lequel on est tous en phase, en tout cas tous les trois. L'outil tout seul, on le dit souvent, ne fera jamais rien. C'est-à-dire que l'outil est le support de la stratégie qu'on va mettre en place. Et pour pouvoir savoir ce qu'on veut mettre en place, il faut se poser les bonnes questions, il faut poser les bons jalons, il faut impliquer les bonnes personnes pour que le projet devienne un projet d'entreprise. Tu disais tout à l'heure, il faut impliquer, c'est un changement d'outil, etc. De toutes les entreprises, les structures que j'ai accompagnées depuis plusieurs années dans ce type de projet, j'en ai pas une dont les collaborateurs m'ont dit « chouette, on va changer d'outil ». Pas une, ça n'existe pas. Bien sûr, Ça bien sûr. n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on est tous humains avant tout. Le changement, ça bouscule. On a des habitudes, on a des routines, on a des process et on se dit « oula, ça va être, je vais perdre mes repères, je vais perdre du temps, je vais perdre de la productivité, etc. Je vais m'embarquer dans un truc qui va prendre un temps énorme. » Et effectivement, il y a une conduite du changement à accompagner et ça participe de plusieurs choses. Par rapport, alors tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Ça participe par exemple du fait de poser des bases saines au niveau de la réorganisation commerciale. C'est un des points qu'on a abordé avec Shopping Feed. Mathieu l'a dit en toute transparence, il y avait une évolution qui s'était faite au fur et à mesure des années, la structure a grandi et effectivement, des process qui étaient posés au départ qui fonctionnaient, qui ont trouvé leurs limites là aussi, et il a fallu reposer des bases saines. Le premier point qu'on a abordé dans les jalons clés de ce type de projet, le premier point qu'on a abordé, c'est d'analyser le traitement des leads tel qu'il est fait au moment où on arrive. C'est-à-dire en toute sincérité, en toute objectivité, d'analyser chaque point d'entrée avec la marque et de se dire qu'est-ce que j'ai prévu comme traitement, que ce soit online ou offline. Je prends un exemple concret. Vous allez sur un salon, les salons recommencent un petit peu aujourd'hui à être en présentiel. Vous allez sur un salon demain, vous rencontrez quelqu'un qui laisse augurer d'une opportunité commerciale entre vous. Qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que vous le rentrez dans un outil? Est-ce que vous envoyez une communication de suivi, un follow-up? Est-ce que cette personne va recevoir une autre communication par le marketing? Est-ce que vous allez prévoir une relance à un moment donné? Comment est-ce que vous allez historiser vos échanges, etc. Tout ça fait partie des questions à aborder. Et le schéma que vous voyez, alors qui est volontairement petit pour vous montrer un petit peu la dimension de la chose, le schéma que vous voyez, c'est le schéma réel de travail qui a été fait avec Shopping Feed. Les points noirs tout en haut, ce sont les points d'entrée. C'est loin d'être l'ensemble, mais c'est une partie de ce qu'on a travaillé. Et de voir pour chaque point d'entrée, qu'est-ce qui est prévu et qu'est-ce qu'on peut optimiser. C'est-à-dire qu'on va chercher ce qu'on appelle des points de friction. À quel moment la machine fonctionne un peu moins bien? À quel moment on a oublié de prévoir un traitement? Tu parlais tout à l'heure, Thomas, des personnes qui passent sur le site
qui mettent un produit dans un panier qui ne vont pas au bout d'une commande, la relance de panier abandonné ou la prise de contact qui n'est pas suivie d'effet, etc. Ces relances-là, ça fait partie des points où la machine se grippe et si on n'a pas prévu un système de relance, on peut passer à côté d'une bonne opportunité commerciale, donc c'est important de le prévoir. Et en gros, ce que vous voyez sur le schéma, tout ce qui est en rouge, c'est un point de friction. L'objectif, c'est de se dire qu'est-ce que je peux proposer de plus. Et surtout, de prévoir un traitement automatisé de ce qui est à plus faible valeur ajoutée. Pourquoi ? Je vois dans les remarques, Justine qui indique que c'est chouette comme retour d'expérience, mais comment on fait quand on est tout seul ? Effectivement, quand on est tout seul, on a encore moins de temps que quand on est en équipe. Donc, il faut optimiser au maximum. Or, si on peut automatiser des principes de relance, des principes de mail à envoyer, etc., de façon plus rapide et sans qu'on ait à s'en soucier parce qu'on sait que ça va rentrer dans un cycle, une séquence qui est prévue à l'avance, on fait gagner beaucoup de temps. Donc, l'outil va être effectivement un support idéal dans cette situation-là, d'autant plus si on peut s'appuyer sur des automatisations. Mais ça veut dire, je le répète, que l'outil tout seul ne saura pas le faire. Donc, il faut bien poser en amont la réflexion. Qu'est-ce que je veux pouvoir faire en s'appuyant et en auditant l'existant? Qu'est-ce que je veux pouvoir faire? Reprendre stricto sensu ce qui fonctionne bien, optimiser ce qui doit l'être. Je le pose sur le papier et de me dire maintenant, une fois que j'ai posé ça, comment est-ce que je le traduis dans le langage de mon outil? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de, par exemple, séquence, workflow, automatisé, séquencé, etc. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc ça, c'est une étape importante. Et l'autre point, c'est de pouvoir s'appuyer sur des outils, par exemple, de marketing automation, sur un principe de scoring. C'est-à-dire que chaque étape réalisée par un visiteur, par exemple, sur le site, qui va passer sur une page à enjeu, par exemple une page tarif, ça montre qu'il s'engage fortement avec la marque, qui va ouvrir les communications qu'on va lui envoyer, qui va cliquer sur des liens qui sont inclus dans des emails, qui va télécharger des documents, etc. Tous ces éléments d'engagement avec la marque sont autant de signes porteurs et forts d'engagement avec la marque, justement. Donc, c'est important de pouvoir les scorer, c'est-à-dire mettre des points à chaque étape de façon à prioriser les contacts les plus matures. Imaginons si vous avez 1 millier de contacts qui rentrent en base, soit vous les descendez un par un et vous prenez contact un par un, mais vous n'êtes pas certain d'arriver au bon moment, soit effectivement vous utilisez, vous valorisez ce système de scoring et les actions, les engagements de chaque individu vont vous permettre de détecter celui qui semble le plus mature, qui consomme votre contenu, qui prend contact, etc., de façon à ce que ce soit cet individu-là que vous transmettiez aux forces commerciales. Donc ça, c'est un premier point en termes de réorganisation et c'est un des enjeux qu'on a porté justement avec ShoppingFeed pour s'assurer que l'outil qui était mis en place allait être un bon support de la stratégie de la réorganisation. On l'a fait également du point de vue marketing. Tu le disais tout à l'heure, Mathieu, effectivement, il y a eu une structuration dans l'évolution de ShoppingFeed avec la création d'un pôle marketing dédié. Ça a été une des étapes importantes et l'outil a là aussi joué son rôle parce que ça a permis de mettre en place non seulement des actions de content marketing, ça veut dire qu'on a créé à vos côtés du contenu qui a servi deux enjeux. D'une part, la notoriété de ShoppingFeed sur son marché et auprès des acteurs qui pouvaient être intéressés par cette solution, mais aussi la génération de contacts qualifiés. C'est-à-dire que la création de ces contenus, la diffusion de ces contenus a permis de faire venir un trafic qualifié sur le site. Le site devient quelque part le premier commercial, permet de convertir les contacts les plus matures par les outils qu'on met en place, les captations de coordonnées par exemple sur des formulaires, et de générer, de nourrir les forces commerciales avec des contacts qualifiés. Il y a eu la mise en place aussi d'un duo gagnant, c'est l'inbound marketing et l'account-based marketing. Alors, sans rentrer dans tous les détails, mais en gros, l'inbound marketing, je fais venir à moi un trafic qualifié par la diffusion de contenu et j'engage au fur et à mesure, je priorise mes contacts en leur envoyant des communications, en proposant du contenu
Et au fur et à mesure, comme je disais, du scoring, je vais pouvoir détecter des opportunités commerciales. Donc, je vais resserrer mon tunnel. J'ai un volume important au départ et je vais détecter dans ce volume important des opportunités commerciales. L'account-based marketing, c'est différent. C'est ShoppingFeed a choisi d'aller travailler avec certains comptes qui étaient stratégiques pour la structure, qui étaient par exemple similaires à des comptes déjà existants en base, et de créer une campagne spécifique adressée à ces comptes-là pour aller créer une opportunité commerciale. Et l'avantage d'un outil comme HubSpot, c'est que ces stratégies marketing peuvent tout à fait être gérées dans un seul et même outil là aussi. Ça veut dire que le marketing peut monter ses campagnes inbound marketing dans l'outil et la partie commerciale peut travailler ses comptes, identifier ses comptes clés, aller jusqu'à identifier les décideurs au sein de ces comptes clés, les prioriser, aller jusqu'à, par exemple, mettre en place un widget qui va permettre de faire un organigramme de la structure. On peut aller très loin. Il y a des reportings qui sont spécifiques à l'account-based marketing. Le tout étant unifié dans un seul et même outil là aussi. Et puis, là, dans les optimisations également en semi-automatisation, c'est le lead nurturing, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le fait de nourrir les contacts, de rester à l'esprit sur le long terme. Là aussi, ça peut être très chronophage si on le fait à la mano. Ça veut dire qu'il faut que chaque jour, on pense qu'il faut envoyer telle et telle communication. Là, c'est de pouvoir s'appuyer sur un outil qui va travailler le fait de rester à l'esprit en envoyant ces communications et en les personnalisant, voire en les hyper personnalisant. Si on segmente bien sa base, on peut prévoir des séquences qui vont vraiment s'adapter aux thématiques clés, à la maturité, aux personas, etc. Donc, on peut avoir des choses très, très travaillées. Donc ça, c'était un point aussi important dans les étapes de ShoppingFeed. La réorganisation commerciale, la réorganisation marketing. Il y a aussi la partie après-vente avec le service, puisque l'outil couvre l'ensemble de ces éléments-là. Il y avait une structuration qui était déjà bien en place côté service, donc c'est un point qui fonctionnait bien. Mais en tout cas, ça a été nécessaire de bien voir l'ensemble de ces éléments. Et effectivement, l'objectif, c'était de viser l'hypercroissance, donc d'être effectivement d'avoir le bon outil, d'être accompagné et d'être aussi dans un bon momentum que je te laisse évoquer, Mathieu. Oui, merci Isabelle. Mais effectivement, en fait, si on reprend un peu tout ce que vous avez pu dire, Thomas et Isabelle, finalement, c'était ça, c'était nous, on avait à la fois ce besoin on va dire, de simplification, d'optimisation de nos process, et on avait aussi besoin d'accompagnement parce que, en fait, on n'avait pas forcément dans la maturité nécessaire ou les compétences nécessaires. Même si on est une équipe qui grandit bien, on avait besoin d'experts un peu dans ce domaine-là. C'est comme ça qu'on a avancé avec vous. C'est justement, on a commencé à partir avec Winbound en nous disant, bah voilà, en fait, nous, nos problématiques, comment on fait pour améliorer notre marketing, comment on fait pour améliorer nos process de vente. Et après, justement, ça va passer par l'outil. Donc, on n'a pas mis l'outil en premier parce qu'effectivement, c'était notre défaut aussi. C'était comme on est un outil, forcément, l'outil pour nous, c'est souvent la solution. Mais ce qui est vrai pour nos clients, c'est pas vrai pour nos clients. Mais en gros, c'est ça. On avait besoin d'avoir cet outil pour qui était le résultat de cet accompagnement. Et alors, d'un point de vue juste pour l'outil pour les contrôler tous, en fait, c'était l'objectif parce que, comme on a vu précédemment, on avait plusieurs outils qui fonctionnaient en silo. Et c'est là pour reprendre un peu ce que tu disais, Tama, par rapport aussi aux connecteurs. C'était ça la problématique, c'était qu'en fait, même s'il y a des connecteurs qui peuvent exister après entre les différents outils, finalement, si on arrive à centraliser un outil qui lui est à ses connecteurs, quitte à nous, on a travaillé aussi un peu les connexions, c'est se dire, voilà, en fait, c'est du descendant, et plutôt que d'avoir des choses bidirectionnelles qui sont très compliquées à gérer parce que qui est la dernière information à jour, c'est non, voilà, on a l'information qui est centralisée à un endroit et on simplifie nos process en disant, voilà, tout descend avec les connecteurs vers les autres outils. Donc comme ça, on a arrêté de fonctionner en silo. C'était voilà l'outil principal central qui contient la vérité. Et par rapport à l'accompagnement et le momentum, c'était effectivement quand c'était nos 10 ans, on voulait chercher l'hypercroissance, on voulait faire un point, un bilan. Et c'était effectivement, c'était l'occasion de se dire, voilà, on s'est posé, on s'est dit, voilà, maintenant qu'on a remonté, qu'on a démêlé un peu la pelote, comment on va comment on va profiter de ce moment où on a un peu pris de hauteur, comment Winbound peut nous accompagner justement pour aller chercher ces nouveaux moyens, ces nouveaux process
pour nous améliorer. C'était voilà, on avait besoin de cette d'aide pour se poser, pour réfléchir à notre expression des besoins. Ce qui était vraiment important, c'était justement voilà, savoir quels étaient nos besoins, comment on arrivait à y répondre. Et on avait, c'était l'occasion, c'était les 10 ans, donc c'était vraiment, on voulait profiter de ce moment pour aller chercher des nouveaux leviers et arrêter de bricoler un peu dans notre coin, chacun de notre côté. L'expression de besoin que tu viens de dire, expression de besoin, c'est effectivement un des jalons clés dans ce type de projet. C'est d'aider les équipes internes à exprimer leurs besoins. C'est un atelier qu'on a vraiment travaillé, nous, avec les équipes, pour que ça permette de structurer les réponses et d'aller chercher les éléments dont on va avoir besoin pour que la plateforme soit la plus adaptée à un métier. C'est aussi ce qui est intéressant avec HubSpot, c'est qu'il y a cette agilité, cette customisation possible très poussée qui fait qu'on peut vraiment s'adapter à des enjeux métiers. Il y a tout ce qui est lié à la notion de CRM. C'est avant tout une plateforme CRM qui s'appuie après sur des modules qui vont nourrir les enjeux marketing, commerciaux, après-vente. Mais c'est de pouvoir comprendre vos métiers, comprendre vos process, comprendre votre fonctionnement pour pouvoir comprendre vos besoins et comment est-ce qu'on va pouvoir adapter cette solution-là pour vous spécifiquement. Donc, c'est pas je prends un outil et je me tords dans tous les sens pour essayer d'en faire quelque chose qui me correspondra. C'est je prends un outil et je le tords dans tous les sens pour qu'il soit le plus adapté pour moi. Ouais, je suis d'accord, hein, Isabelle. L'idée, c'est pas de répliquer forcément une configuration d'un outil vers l'autre et de savoir si absolument cette configuration, elle peut être dupliquée. Je pense que ce qui est intéressant, c'est un bon moment de réflexion et d'échange au sein des équipes pour dire, voilà, qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'on a besoin quand même de retrouver parce qu'il ne faut pas tout le temps réinventer la roue. Et qu'est-ce qu'on aimerait faire de différent, de mieux, qu'est-ce qui nous manque. Et donc, en fait, c'est le cumul de ces éléments-là qui vont apporter cette conduite de changement. Et quand vous allez poser ces questions-là, les collaborateurs vont se sentir écoutés, impliqués, et donc forcément, parce qu'il y a aussi la partie adoption, comment vont réagir vos équipes, comment ils vont adopter, parce que un des grands échecs des outils, vous pouvez avoir le meilleur outil du monde, si les équipes ne l'adoptent pas, vous allez avoir un rejet. Donc fonctionnellement, structurellement, techniquement, il va bien, etc. Mais les gens ne veulent pas l'utiliser. Donc c'est pour ça que c'est important aussi, tout ce que disaient justement Isabelle et Mathieu là-dessus, c'est de se dire, il faut impliquer les équipes, il faut comprendre, il faut leur expliquer pourquoi il faut le changer aussi, il faut avoir de la pédagogie. Et donc du coup, en les impliquant et en leur expliquant, je pense que c'est une des meilleures méthodologies pour vous assurer de la réussite du projet, mais aussi surtout d'être sûr qu'il va être adapté, quoi. Voilà. C'est un des points de vigilance sur lesquels on va terminer effectivement cet échange, c'est que par expérience et Thomas ou Winbound de notre côté, on accompagne de nombreux projets chaque année sur ces enjeux-là. Et effectivement, il y a des points de vigilance à avoir. Tu viens de le citer, le fait de réussir à impliquer l'ensemble des parties prenantes. Et quand on dit l'ensemble des parties prenantes, c'est effectivement lorsqu'on a un projet qui est initié par la direction, c'est d'engager les managers, les collaborateurs, les utilisateurs métiers. Quand le besoin vient du métier, c'est d'impliquer aussi la direction. Pourquoi c'est important? Parce que c'est parfois un projet qui devient un projet d'entreprise. Alors, quand on est une petite structure, c'est souvent plus simple. Lorsqu'on est une structure à dimension déjà un peu plus importante, ça peut devenir un vrai projet d'entreprise avec tout ce que ça suppose d'implication, on l'a dit tout à l'heure, de conduite du changement et de nécessité à montrer l'intérêt et le bénéfice, non seulement de chacun, mais aussi du collectif. Tu le disais, Mathieu, vous aviez une vraie difficulté à savoir qui détenait la vérité en termes de data, à désiloter, à fluidifier la transmission des informations de l'un à l'autre, à aller chercher aussi de meilleurs résultats. Il y a aussi des enjeux business par rapport à ça. Et le bénéfice, il est autant dans mon quotidien d'avoir un allié au quotidien qui est cet outil, mais aussi d'un point de vue collectif, que ça se passe beaucoup mieux pour tout le monde et que ce soit beaucoup plus efficace au quotidien aussi. Magnifiquement résumé.
Voilà. Par rapport aux freins exprimés aux questions, il y a un point qui est intéressant que tu avais soulevé dans notre préparation, Mathieu, qui était le fait de ne pas fléchir. C'est un élément que j'avais trouvé notamment particulièrement intéressant parce qu'effectivement, quand on part sur un projet d'envergure comme celui-ci, parfois, on peut se résoudre à dire, bon, c'est quand même compliqué, il y a des éléments importants à prendre en charge, etc. Et il y a des freins qui peuvent être exprimés, il y a des questions qui peuvent être posées. Et il faut être suffisamment solide, déterminé dans sa décision, savoir écouter ce qui est exprimé, comprendre les craintes, comprendre pourquoi elles sont là et d'où elles viennent pour pouvoir les désactiver et accompagner le changement en parlant toujours du bénéfice qu'il va y avoir demain. Mais c'est un point que j'avais trouvé très intéressant notamment. C'est ça, ne pas être rigide, mais pour autant être suffisamment sûr de soi et du fait que ce soit la bonne solution pour continuer, pour pas s'arrêter, parce qu'effectivement les freins seront nombreux, mais il va falloir rester debout et pour ça. Et ça, c'est justement possible si on a réussi à avoir l'implication de tout le monde et pas juste voilà, pas l'acceptation, mais vraiment l'adhésion pour que ce soit soutenu et que on puisse avancer sereinement. Et c'est pour ça que les ateliers qu'on fait d'expression de besoin, notamment, c'est aussi une façon d'impliquer des équipes. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un projet et que tu dis, voilà, à partir du mois de mars 2022, vous allez avoir un nouvel outil, bonne chance, généralement, ça passe moins bien. Si, en revanche, vous dites, voilà, on prépare la mise en place d'un nouvel outil, on a besoin de vous pour que cet outil soit le plus adapté à votre métier, à vos process, etc. Et on vient chercher auprès de vous les éléments qui vont nous permettre de l'adapter au mieux. Déjà, on implique les parties prenantes très tôt. Donc, on est dans une autre démarche. Et comme dit souvent Michel Brébion, le CEO de Winband, personne n'est ennemi de ses intérêts. C'est-à-dire que à partir du moment où vous comprenez l'intérêt que peut avoir une démarche pour vous, que ce soit une nouvelle organisation, un nouvel outil, un nouveau fonctionnement ou autre, du moment que vous y voyez votre intérêt, ça va passer. Ça peut prendre du temps, mais ça va passer. Donc, c'est important d'avoir cette implication dès le départ et suffisamment tôt pour que, effectivement, ce qui peut être une inquiétude au départ devienne un projet positif. Oui, et juste moi, merci Isabelle, je voudrais juste dire quelque chose pour rassurer un peu toute l'assemblée, c'est-à-dire qu'il faut aussi éviter l'écueil de vouloir tout maîtriser, tout contrôler, etc. Évidemment, les jalons, le budget, l'adoption, l'implication, etc., ce sont des prérequis importants pour mener à bien le projet. Maintenant, ce que je vois, c'est aussi, il faut se dire qu'il y aura aussi une part d'inconnu, hein. Il y a des choses que vous allez faire évoluer dans le cadre de l'usage, dans le cadre de la montée en compétence des équipes, dans le cadre de la configuration de la plateforme, etc. Et que finalement, vous n'allez pas en un mois avoir un processus qui a été établi stratégiquement, opérationnellement en fait. Il va toujours y avoir un temps d'adaptation, des évolutions aussi. Il y a des test and learn qui sont faits, etc. Donc, il faut se laisser le temps au projet. C'est-à-dire qu'à un moment où vous vous lancez dans l'aventure, il faut vous laisser quand même 3 mois, 4 mois pour avoir des retours d'expérience, des équipes, etc., etc. Et donc, il ne faut pas trop se mettre la pression sur se dire, ben, je veux tout avoir tout de suite, en fait. C'est quelque chose qui est évolutif. Voilà. Je pense que ça, c'est aussi important. Et c'est ce qu'illustre notamment Roxane dans les commentaires, c'est de dire que, par exemple, on peut très bien avoir l'utilité d'une solution comme HubSpot en marketing et évoluer au fur et à mesure en ajoutant ou en passant un autre outil sur la plateforme unifiée et faire en sorte que ça devienne encore plus fluide en utilisant cette plateforme-là. Je rebondis juste sur la remarque de Roxane. C'est vrai que historiquement, HubSpot a souvent été identifié comme une plateforme marketing avant tout. Ça reste pour autant un CRM au cœur, mais tu en parleras mieux que moi, Thomas, qui permet de répondre à ces enjeux-là. Oui, désolé, je vois pas les questions comme je Pardon, c'est vrai. Donc, Roxane demande, c'est vrai, pardon, je te la partage. Comment convaincre sa force de vente qu'HubSpot est le meilleur outil? Car HubSpot est très identifié marketing. Nous l'utilisons dans mon service depuis 3 ans. Nous sommes plus que satisfaits. L'idéal serait de migrer notre CRM sur HubSpot.
mais les sales sont convaincus que c'est un outil trop marketing. Ouais, alors, bon, déjà, il y a énormément de contenus qui sont publiés. On a une chaîne YouTube, on a aussi, on va dire, un outil de formation qui est disponible, Academy of Spot, qui vous permet quand même de communiquer un peu dessus. Maintenant, ce qui est important, là, on parle vraiment de conduite de changement. J'ai un outil, et moi, je suis sales aussi, je l'ai été auparavant. J'ai un outil qui fonctionne bien, pourquoi on le changerait? Et ça, c'est vraiment on va dire le cas d'école en fait. Donc déjà, moi ce que je dirais, c'est il faut déjà impliquer le manager. Est-ce que c'est les commerciaux ou est-ce que c'est le directeur commercial? Première chose. Ensuite, dans ce type de projet, ce qu'on peut faire, et généralement on le fait, je ne sais pas combien il y a de Roxane, combien vous avez de sales au sein de votre structure, mais ce que je recommande généralement, c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle des POC. Et donc, en fait, on va décider auprès de, on va dire, quelques utilisateurs clés, si vous avez des segments, différentes équipes. Et ensuite, on va faire un POC de quelques mois qui va permettre justement à ces utilisateurs qui sont quand même, j'espère, digitaux, etc., de pouvoir vous faire un premier retour d'expérience. Et généralement, moi, je vous le dis, dans la plupart des projets où on a des POC, on a un très, très bon accueil. Je ne sais pas quel outil, quel CRM vous utilisez aujourd'hui, mais un des outils phares de Spot, c'est le design, l'UX, l'expérience utilisateur. Ça, c'est vraiment ce qui nous caractérise versus beaucoup d'autres outils. Donc, pour ça, j'ai aucun problème. Ensuite, ce qui est intéressant, comme vous avez le marketing, il va y avoir en fait une vue contact 360. C'est-à-dire que votre commercial, quand il va aller sur la fiche contact, il va avoir accès à l'ensemble des interactions marketing. Ah tiens, il a été sur le site, il a vu une page de prix, il a téléchargé du contenu. Ça va lui permettre de pouvoir personnaliser son approche commerciale. Donc en fait, il y a énormément d'arguments qu'on va pouvoir mettre en avant en fonction de son expérience. Pas juste l'outil il a telle fonctionnalité et l'autre il a d'autres fonctionnalités. Je pense qu'il faut vraiment se projeter et pouvoir faire un POC. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, je serais ravi de pouvoir échanger et de rentrer dans le détail quand vous voulez. Je pense qu'il y aura des communications effectivement à avoir avec Roxane de manière un peu plus poussée. On arrive au terme de ce webinaire qui a été finalement assez riche. On est toujours un peu bavards tous les trois, mais c'est avec le plaisir de partager cette expérience-là. On va vous laisser nos coordonnées, on va les afficher pour que vous puissiez prendre contact avec nous si vous le souhaitez. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je crois que tu es sur le slide suivant, Thomas. Normalement, oui. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, que ce soit d'un point de vue très plateforme avec HubSpot, si vous avez des questions sur le retour d'expérience de Mathieu, ShoppingFeed, ou que vous avez besoin d'un acteur de la gestion des flux Marketplace, pourquoi pas, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin effectivement d'échanger. Avec grand plaisir pour mieux comprendre l'accompagnement qui est souvent nécessaire et utile dans ce type de projet d'envergure. Je tiens à vous remercier tous de nous avoir suivis ce matin et je vous souhaite une excellente journée. Merci messieurs d'avoir été à mes côtés. C'est un plaisir. C'est un plaisir. À bientôt. Merci tout le monde. Merci, bonne journée. Merci tout le monde. Au revoir.